Bonjour Patricia, Bonjour Françoise et bonjour à tous. bonjour à tous et toutes. Alors aujourd'hui, nous allons faire une chronique sur l'actualité, ce qui n'a pas été sans débat entre nous, mais c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur, Patricia, qui est sur le patriarcat et ses racines transgénérationnelles. Donc je lui passe tout de suite la parole. Merci Françoise. Voilà, donc c'est vrai que quand on fait de l'analyse transgénérationnelle, on voit bien que les arbres sont traversés par la question du patriarcat, c'est-à-dire l'hégémonie d'un sexe sur un autre et le fait que les femmes ont été considérées comme des objets, en fait des corps pendant plusieurs siècles. Et donc, comme elles étaient des corps, bon, elles n'étaient pas des sujets forcément. Et donc, leur corps appartenait au mari. Et c'était des produits, je caricature un petit peu évidemment, mais c'était des produits de consommation, de production et de reproduction. Voilà, en gros, le topo, voilà d'où nous venons, ce qui n'est pas très, très ragoûtant. Si je Bref. peux me permettre, il y a aussi effectivement les femmes, une fois qu'elles sont plus fertiles, c'est toujours une vraie question, tu vois. Trouver une gynécologue aujourd'hui qui s'intéresse à autre chose qu'au bébé, c'est pas facile, hein, Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, et aujourd'hui, nous avons ce procès emblématique, alors dit de Mazan, en fait, c'est pas le procès du village de Mazan, heureusement, c'est le procès de Dominique Pellicot, on ne le nomme même pas en tant que tel, ou assez peu, et c'est ce qui interpelle en tant qu'analyste transgé, c'est que en fait, il intervient à date anniversaire du procès de Bobigny, qui était un procès aussi emblématique, qui s'est produit en 72 et qui s'est terminé en novembre 72, alors que là, 52 ans après, on se retrouve sur un autre procès. Donc, à l'époque, Gisèle Halimi donc, avait défendu une jeune fille qui avait été violée et qui s'était fait avorter. Et à l'époque, on n'avait pas le droit, évidemment, à l'avortement. Heureusement, donc, le procès a abouti quand même, quelques années plus tard, à une évolution favorable dans le sens d'une acceptation légale de l'avortement. Donc, cette date anniversaire, pour moi, m'interpelle. On se retrouve donc en 2024 dans un procès d'une personne, en plus en analyse transgé. Moi, j'écoute aussi la langue des oiseaux, Gisèle, j'entends elle, J. Elle vit, mais elle se relève. Donc, voilà une femme qui ne se contente pas d'être une victime éplorée, qui accepte que ce ne soit pas en huis clos, donc qui accepte qu'il y ait de la lumière sur son affaire et qui se relève. Donc, en fait, c'est comme une morte vivante et qui représente en fait les femmes. Au départ, c'est une victime sacrificielle, mais qui finalement devient une héroïne. Donc, je ne sais pas si toi, tu as ressenti aussi quelque chose d'important dans ce procès. Quelle est ton analyse? Ben, écoute, déjà moi, dans ma pratique de thérapeute, j'évite de parler de l'actualité parce que ça va vraiment toujours vers des choses trop personnelles et trop émotionnelles aussi. Je m'y intéresse uniquement distraitement, tu vois. Je trouve que Gisèle Pédicot, c'est un très beau personnage féminin, effectivement, qui me touche par sa dignité. Ce qu'on lui a fait, bon, ben, c'est une horreur, bien sûr. Et c'est bien que la loi, voilà, s'exerce. Effectivement, quand on travaille sur les arbres, on voit qu'il y a eu beaucoup de violences faites aux femmes. Il y en a eu beaucoup faites aux hommes aussi, mais elles sont moins de l'ordre intime. Elles sont sociales, mais voilà. En tout cas, moi, je défends le droit de chaque homme ou femme. On est avant tout des êtres humains, avec le droit au respect de son corps et donc il faut que la loi s'applique quand elle n'est pas appliquée, quoi. Donc là, effectivement, tu rappelles l'histoire de l'avortement, la longue conquête de l'avortement, avortement qui est quand même toujours
potentiellement menacée, quoi, suivant les pays, enfin qui est loin d'être un droit universel et qui est un déni par contre universel, parce que l'avortement a toujours existé. Il y a toujours eu des femmes et des hommes qui avaient conçu des enfants qui n'étaient pas en mesure d'élever et qui souhaitaient les avorter et qui ne pouvaient pas les accueillir. Donc ça, c'est une réalité. Donc que le droit à l'avortement, c'est la fin au déni et au déni des conséquences terribles que ça pouvait entraîner avec beaucoup de femmes qui mouraient en couche et des foyers où tout d'un coup la mère disparaissait, quoi. Ça a été quand même une réalité terrible. En tout Maintenant, cas, le droit à l'avortement a été donc une première, ça a permis de fissurer donc ce système patriarcal figé. Ça a oui, été une des premières fissures oui, avec les coups de boutoir donc du féminisme aussi, de MeToo, etc. Donc il fallait bouger. Et là, on est aujourd'hui dans le déni du viol, me semble-t-il, puisque la plupart de ces hommes ne le reconnaissent pas, même pas forcément sur un plan stratégique, c'est simplement qu'ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils n'en ont pas conscience. Dans la mesure où il y avait eu un assentiment du mari, il n'y avait pas donc viol oui. dans leur esprit, hein, Oui, ça, je te rejoins qu'effectivement, là, ça raconte bien à quel point, encore dans l'esprit de pas mal de gens, enfin, de certaines personnes, on va dire, le corps d'une épouse appartient à son mari. Moi, ça me raconte, les quelques fois où je m'y intéresse à ce procès, j'entends beaucoup, beaucoup les gens dire, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et ça, pour moi, c'est du transgénérationnel, quoi. Euh, voilà. Quand on Et est il y a âgé. il y a un autre Mais paramètre aussi. ouais, Pardon, attends, je vas-y. voudrais juste finir. Pour moi, il y a quand même une composante nécrophile là-dedans qui a jamais été mis en avant, tu vois, mais qui pour moi est vraiment quelque chose de transgénérationnel, quoi, parce que aller faire l'amour à un corps inerte, pour moi, c'est de l'ordre de enfin, ça m'évoque la nécrophilie. Donc, effectivement, c'est un thème dans les arbres, c'est une perversion sexuelle qui est pas tellement décrite. Mais bon, voilà, Oui, qu'il faut tu dire. as Donc, tout à fait raison. Il y a aussi le théâtre des crimes, c'est Mm, la chambre à coucher. Pour moi, c'est une métaphore un petit peu de ce qui est le viol conjugal, mm, qui n'était pas un viol conjugal, puisque la femme appartenait encore une fois, elle appartenait au couple. ouais, D'ailleurs, on dit ma femme, on dit pas, on dit ma femme et mon mari. Ça veut dire que le mari, lui, c'est un être humain qui a d'autres rôles que d'être mari, mm, tandis que la femme, elle, elle appartient uniquement au couple. mm, Enfin, pour moi, c'est ce que j'entends. Et il y a une autre chose que j'ai entendue aussi qui m'a intéressée sur le plan du champ lexical, c'est que les enfants et petits-enfants de Gisèle Pellicot ont dit, en même temps que Gisèle Pellicot, nous sommes solidaires de notre grand-mère, de notre mère et grand-mère, et comme donc, et elle-même, Gisèle, est solidaire de ses enfants, petits-enfants, et elle dit, moi, je pourrais abandonner ce nom de Pellicot, qui est le nom de mon ex-mari, mais je vais le garder parce que on l'a donné à nos enfants et petits-enfants, et donc je lui redonne de la dignité. Et dans ce sens-là, je me dis, euh, pendant des siècles, les femmes on a hérité des femmes que sur le plan organique. mm, On savait que on sortait de l'utérus de nos mères. mm. Mais le nom du père était transmis de génération en génération. Alors, il est important que le père donne son nom, bien évidemment, sur le plan symbolique, mais la femme peut maintenant transmettre aussi quelque chose au niveau du logos, en fait, du nom. Et ça, je trouve ça intéressant sur le plan symbolique. Oui, c'est vrai qu'elle a une attitude intéressante. Sur l'histoire du nom, maintenant, la loi permet de transmettre, de donner à ses enfants indifféremment le nom du père ou de la mère, hein. Ce qui va compliquer la tâche des généalogistes dans les décennies ou les siècles à venir. Voilà. En Suisse, il y a puisque je suis à moitié suisse, donc je vois un peu comment ça se passe. Il y a la pratique où quand on se marie, on accole les deux noms. Et ça me paraît très bien, quoi. Je suis toujours étonnée des femmes
qui prennent le nom de leur mari et pas l'inverse, quoi. Et là, bon, Gisèle Pellicot, effectivement, elle a quitté son identité de jeune fille pour être dans son identité de femme mariée, telle que c'était défini à l'époque, même si prendre le nom de son mari n'a jamais été qu'une convention. Mais donc, elle assume ce choix quelque part, quoi. Et bon, moi, j'aime bien les gens qui assument leur choix en général, quoi. Même si c'est pas toujours facile. Et souvent, c'est vrai, dans les arbres, j'ai l'impression que les femmes réparent les hommes. Réparent leurs hommes. On a assez peu d'hommes en consultation, quoi. C'est assez notoire, même si on en a. Et donc, c'est toujours une question de pourquoi les hommes prennent pas en charge leurs blessures intimes. Certes, c'est peut-être la forme qui leur correspond pas, mais les femmes, je les vois quand même très actives pour restaurer le masculin dans leur arbre. Et c'est souvent la clé, en fait, de la rencontre amoureuse, c'est d'avoir réussi à restaurer un masculin positif. Oui. Donc là, c'est vrai que voilà, l'attitude de Gisèle Pellicot, elle n'est pas neutre, elle est assez courageuse et digne, quoi. Après, c'est vrai qu'on Oui, pourrait... elle a fait de ses souffrances et de son humiliation maximale. Elle en a fait une dignité, en fait. Elle a réussi à transmuter ce qu'elle a vécu, par sa dignité, par le fait que elle arrive. Il est important de voir les rituels qui se produisent quand elle arrive au tribunal. Elle marche avec une certaine prestance. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle a souvent des vestes militaires aussi. Et elle arrive par la grande porte et elle est saluée, elle est applaudie. Donc c'est un rituel collectif qui fait penser un petit peu à ce qui s'est passé pendant le confinement, où on applaudissait donc les infirmiers, les médecins, en fait, ceux qui prennent en charge les souffrances du collectif et qui essaient d'en faire autre chose sur le plan symbolique, notamment. Ouais. Notamment. Oui, c'est vrai que c'est une figure intéressante. C'est une leçon Effectivement, il y a une profonde humiliation qui est portée à la connaissance publique, qui est exposée au monde. Et ça, dans les histoires de viol, c'est notoire que c'est quelque chose de très difficile à assumer. Déjà pour les très jeunes femmes, mais pour tout le monde, quoi, que sa vie privée, intime soit comme ça exposée. Et effectivement, elle agit dans l'intérêt public et elle a changé de niveau et ça, c'est une sacrée maturité, quoi. Et elle agit pour les autres, elle le dit, hein, pour les Ouais. générations d'après. Ouais. Il y a aussi cette question effectivement de mettre de la lumière, Mm, tous les feux des projecteurs, sur les secrets d'alcôve, enfin, mm, qui ont été cachés et qui se sont certainement produits dans un certain nombre de foyers, dans une méconnaissance totale de ce qui mm, a, de tout le système. mm, D'ailleurs, il en aurait été, et en fait, il a un peu plus et Gisèle Pellicot décédait, parce que sa fille le dit, mm. avec toute la chimie qu'elle a reçue, et le secret aurait été totalement enseveli pour les générations d'après, Ouais, ça ensevelit, mais en émettant des en radiations émettant pour qui auraient Alors largement là, pris, effectivement, il aurait fallu travailler avec les euh, descendants oui, en transgé. oui. Je voulais parler aussi de la notion de consentement, Mm, ce qui agite la justice en ce moment. mm, Enfin, le garde des Sceaux a indiqué qu'il était favorable à ce qu'on reprenne la loi, car le viol, pour l'instant, est défini comme étant lié à une violence, une contrainte, une surprise, et donc violence, contrainte, menace ou surprise. C'est-à-dire que si on ne fait pas la preuve de l'un de ces mm, cas de figure, il n'y a pas viol. Donc, jusqu'à présent, on considère symboliquement que, à mon sens, mm, le corps de l'autre est disponible à moins qu'il y ait menace, surprise, etc. Alors qu'il est possible que la loi évolue dans l'autre sens, c'est-à-dire que il faudra que l'accusé fasse la preuve qu'il y a eu un consentement réel pour mm. l'acte. Alors, évidemment, les détracteurs disent, attention, il y a la présomption d'innocence qui peut être affectée par ça. Donc, c'est un sujet juridique complexe, mais je pense que ce procès va relancer le débat à l'Assemblée nationale. Ouais.
Moi, l'histoire du consentement, bien sûr, c'est fondamental, mais euh, on voit bien nous-mêmes dans nos vies comme on peut fluctuer. La question ça renvoie à une question de fond qui est de connaître son désir. Et le désir des femmes, il a été interdit pendant. Il a toujours existé. La société a jamais été, comment dire, éteinte du point de vue féminin. Il y a toujours eu des femmes désirantes, il y a toujours eu des femmes qui connaissaient leurs désirs, qui savaient, voilà. Mais il y a quand même, les femmes il y a une transmission féminine qui s'est pas toujours bien faite, avec des mères qui ne connaissaient pas leurs désirs, le désir qui n'avait pas le droit de citer, le désir qui était puni quand c'était un adultère. Donc il y a beaucoup de choses chez les êtres humains, je dirais, qui est venu complexifier la façon dont on ressent son désir et de la même manière qu'on éduque en fait à l'acceptation de la loi, on éduque les enfants à ça, et même à l'âge adulte, la question est de savoir jusqu'à quel point c'est intégré. Il y a, je trouve, dans nos cheminements intérieurs, un parcours à faire sur connaître son désir, quoi. Évidemment, dire non, c'est essentiel, savoir qu'on n'a pas envie, qu'on veut pas, que ce soit conjugal ou pas. Euh, Oui, voilà, c'est un c'est sujet, légitime, je suis d'accord. mais connaître son désir est une question qui reste complexe, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bon, en fait, là, ce qu'il faut que la société comprenne, c'est que le non existe et Oui, le non, oui, N-O-N. Euh, Après, le oui, effectivement, les femmes ont été interdites d'exprimer leurs désirs pendant des siècles. Je me souviens quand j'étais enfant de ces films hollywoodiens où on voyait les femmes qui se faisaient embrasser de force et puis qui finalement, au départ, elle donnait des petits coups ridicules sur l'épaule à la personne. Alors, tout ça était très romantique, hein. oui, Ça montrait que oui, l'homme avait une pulsion assez forte, il était désirant, et que la femme, comme elle avait pas de désir ou alors pas de conscience, elle attendait, en fait, elle allait réagir, et à un moment donné, oui, elle réagissait en acceptant le geste de l'homme. Et moi, j'en oui, concluais, petite fille, quelque part, que si les femmes n'étaient pas désirantes, elles n'existaient pas. Quelque part, les femmes n'existaient pas, pour moi, ouais, les femmes, elles se en tant débattaient que sujet, dessus parce qu'elles savaient que si elles faisaient l'amour avec un homme, elles pouvaient être enceintes. bien Donc, sûr, bien c'était sûr. peut-être pas leur, Bien sûr. leur désir. Dans des films dont tu parles, effectivement, qui sont très emblématiques, où elle se finit par s'abandonner. Ouais, Voilà, après, qu'est-ce qui se passe c'est sans ça, conception, quoi. Donc, c'est elles ça. n'étaient pas si. Voilà, le désir des femmes, il a toujours été complexifié Voilà. par ça. Et le fait que maintenant, effectivement, la contraception dans nos sociétés occidentales fasse partie quand même pour la plupart d'entre nous de notre liberté, de notre vie, a pas effacé des millénaires où les femmes ont vécu la peur au ventre d'être enceintes si elles cédaient à leurs désirs. Et c'est vrai que donc il y a un apprentissage qui est parfois chaotique et un peu désorganisé et effectivement de cette reliance à ce qu'on veut Oui, réellement. oui. Voilà, il y a parfois un petit brouillard psychique qui nous Oui, empêche c'est des choses qu'il d'accéder. faut, qu'il faut éclaircir, quoi. Comme la C'est vrai. question, effectivement, la loi, c'est extrêmement important que la société pose des cadres, mais comment dire, jusqu'où la loi doit-elle s'immiscer dans nos espaces privés? Je pense que nous avons aussi notre chemin à parcourir pour devenir adultes et faire front à une certaine, comment dire, dans une certaine limite, à des problèmes personnels sans recourir à la loi, quoi. Oui, j'en conviens. Écoute, C'est je un te chemin de remercie. maturité, quoi, là aussi. Oui, ça demande une maturité On qui est toujours travaille, en on devenir, hein. travaille en thérapie, en développement personnel. Mais Tout à fait. effectivement, le cadre de la loi, c'est essentiel, quoi. Mais voilà. Pour protéger en tout cas des situations limites
et là où il y a violence et Pas que contrainte. pour protéger et pour indiquer la limite, Et quoi. pour, et Pour pour que la règle indiquer. du jeu soit claire pour tout le monde, pour exprimer les valeurs d'une société. La loi, elle n'est pas faite que pour réparer, quoi. Elle est là vraiment pour poser le cadre dans lequel on agit notre liberté, quoi, dans laquelle on peut se mouvoir, quoi. Exactement. Très bien, Françoise. Bon, Euh, ben, nous avons réussi peut-être à ne pas être trop clivantes. voilà, c'est un J'espère. sujet un petit peu complexe. Oui, c'est ce sujet complexe dans lequel on voulait surtout pas s'embarquer avec la tonne d'émotions que ça véhicule et être dans une perspective de réconciliation des hommes et des femmes qui est quand même un de nos axes de travaux, d'attitude thérapeutique. Je ne sais pas toi, mais Ah Patricia. oui, 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 bien sûr. L'objectif, c'est Oui, ça. euh, C'est de retrouver une paix à l'intérieur de la relation, un équilibre, quelque chose qui permette l'épanouissement de l'homme comme de la femme, l'un n'allant de pas son sans l'autre. masculin comme de son féminin aussi, Bien quoi. sûr. Et en fait, ce serait enfin, ce serait incohérent de considérer que l'avantage de l'un va être au détriment de l'autre. Non, Mm, il y a un intérêt des deux qui est collectif quelque part. mm. L'intérêt commun. Il y a un Ouais. intérêt commun à ce que l'un et l'autre puissent être bien dans la relation, Ouais. évidemment. Oui, ou dans oui, les relations au sens large, et que quelque part le mal existera toujours, ou encore, enfin, exister encore un bon moment, même si on peut estimer qu'on va sortir peut-être du patriarcat, en tout cas, il y a des coups de boutoir. Il reste que effectivement les perversions, les violences, on est loin de les avoir éradiquées et peut-être c'est à l'origine de tout comportement humain. C'est une vaste question aussi, quoi. Bon, OK. écoutez, à bientôt, à samedi prochain. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'algorithme, l'abonnement. À Bonne bientôt. semaine.